Merci. Je tenais à remercier les amis du Musée du Prado de cette invitation. Également, voilà, vous m'excusez de parler français, donc j'espère que mes propos seront suffisamment clairs pour l'ensemble de cette audience. Alors, attendez. Bon. Voilà, donc on m'a demandé donc de vous parler de Picasso et le genre du nu. Donc c'est un cours effectivement intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire de considérer Picasso du point de vue des genres de la peinture. Et en introduction, j'aimerais dire qu'en fait le genre du nu n'existe pas vraiment dans les catégories académiques. Si on reprend en s'inscrivant dans la tradition française de l'Académie, les catégories que André Félibien définit pour l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui est un peu, je dirais, au XVIIe siècle, la matrice de ce qu'est l'académisme. Je vous rappellerai un peu la hiérarchie des genres. J'imagine que d'autres l'ont fait avant moi pour ces cours. On a au sommet de la hiérarchie des genres la peinture d'histoire, ensuite le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Et donc le nu, la pratique du nu, je dirais, s'inscrit peut-être plus comme une sorte d'outil ou de manière d'apporter ou de contribuer au genre le plus noble qui est la peinture d'histoire. Et vous verrez que Picasso a beaucoup pensé la question de la peinture d'histoire. C'est l'un des peintres qui a, je dirais, porté l'engagement politique dans la peinture moderne par son tableau Guernica. Mais c'est également celui qui, effectivement, a approché le nu sous un biais très particulier, ou en tout cas très obsessionnel chez lui, au point que Michel Leiris, le poète très proche de Picasso, a pu dire que Picasso avait créé un genre en lui-même qui est celui du peintre face au modèle, ou du peintre et son modèle. Et ce dispositif du peintre peignant un nu, peignant un modèle, effectivement va être une sorte de dispositif qui représente en quelque sorte la peinture en elle-même, le nu étant finalement une allégorie de la peinture, et on le verra dans plusieurs exemples. Dernier point de cette introduction, c'est que Picasso, c'est un homme qui a une culture visuelle absolument exceptionnelle et qui a joué de relations avec tous les exemples de la peinture antique ou de la sculpture antique, la peinture classique, mais également la peinture du XIXe siècle, extrêmement importante pour les fondements de la modernité, mais aussi toute la culture extra-occidentale. Et nous le verrons, les liens avec ces différents exemples, cette manière dont il va dialoguer avec toute cette culture visuelle, à partir, là, pour cette présentation de la question du corps et du nu, vient en quelque sorte construire son parcours de peintre. Alors, j'ai choisi de faire avec vous une sorte de cheminement très chronologique de l'art de Picasso. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que Picasso, qui est celui qui a sans doute celui qui a vraiment commencé à déconstruire la peinture, a d'abord une formation extrêmement académique. Comme vous le savez, il se forme à l'École des Beaux-Arts de la Corogne avec son père. Il se forme ensuite à l'École des Beaux-Arts de la Longra et ensuite à l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid. Et l'exercice, je dirais,
du dessin par excellence, c'est vraiment le travail d'après le modèle ou d'après l'antique. Donc c'est vraiment une catégorie de l'enseignement académique dans lequel évidemment le jeune Picasso excelle. Et on voit tout de suite, là je vous montre juste un exemple, et vous verrez que la plupart des exemples, évidemment, ne viennent pas du musée Picasso, mais j'en ai mis beaucoup de façon à ce que vous puissiez aussi voir la collection de notre musée qui est, je le rappelle, un fonds d'atelier. C'est vraiment les œuvres qui sont venues lors de sa succession, qui sont venues de son atelier. Donc il avait conservé ce dessin très classique, assez neutre, hein, qui ne dit pas grand-chose de Picasso, mais qui montre surtout un bon élève dans l'exercice académique. C'est au moment, je dirais que c'est la période barcelonaise, et lors de son premier voyage à Paris en 1900 et 1901, où il va se rendre en France pour découvrir, visiter l'exposition universelle, qu'il déploie ce qu'on a appelé la période bleue, hein, et qu'il commence à travailler à partir d'influences qui étaient à l'époque les influences les plus contemporaines. Il y a deux artistes qui l'ont influencé pour, en quelque sorte, se détacher du nu académique et aller vers une approche du nu réaliste, et qui est un des apports de la fin du XIXe siècle. Et là, vous voyez à travers ce tableau la chambre bleue, le tub. On voit au fond, en fait, de cette pièce, une affiche de Toulouse-Lautrec qui est épinglée au fond et qui montre déjà cette fascination qu'il avait pour Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, qui est cet artiste donc de la fin du XIXe siècle, du tournant du XXe siècle français, et qui a... je vous montre là, qui a évidemment été le peintre des maisons closes, qui a peint beaucoup de prostituées et qui montre donc des nus dans un contexte extrêmement cru, réaliste, qui n'est pas... Alors, plus tard, hein, Picasso s'est exprimé sur cette période-là en disant que finalement, lui qui ne fréquentait plus une académie des beaux-arts, finalement, quel est le lieu où on peut voir des nus féminins sans avoir à payer un modèle? Ce sont bien les maisons closes. Et c'est une réponse, enfin en tout cas une explication un peu courte, mais c'est plutôt une sorte de... En tout cas, on voit là une fascination d'abord de jeune homme, hein, dans une cité extrêmement libérale qu'est Paris au début du siècle, et qui va donc sur les pas de Toulouse-Lautrec fréquenter également les maisons closes et également la fameuse prison Saint-Lazare, qui était la prison des femmes, des prostituées et des filles mères, et prison et hospice dans lequel donc Picasso va peindre de nombreux nus. Donc là, je vous montre quelques exemples, hein, de cette période bleue. Évidemment, le deuxième artiste que Picasso va beaucoup regarder au début du siècle, c'est évidemment Degas, dont on connaît évidemment les fameux pastels qui montrent des nus à la toilette. À l'époque, quand Degas réalise ses pastels, la critique est extrêmement dure et il voit une forme de férocité de la part de Degas qui dépeint des nus féminins comme des animaux. Ce sont les termes de la critique de l'époque. Et vous voyez un peu donc les liens comme ça avec Picasso. On sait que Picasso va avoir vraiment un intérêt très fort, hein, pour les œuvres de Degas, y compris les œuvres plus clandestines qui étaient moins montrées, comme les eaux fortes que Degas réalise dans des maisons closes, qui sont également assez cruelles comme regard, et qui sont dans sa collection personnelle qui est conservée, comme vous le savez, au musée Picasso de Paris. Donc on a plusieurs estampes et monotypes de Degas. Alors, très vite, le nu, je dirais le nu
que cultive Picasso à la fin, je dirais au début de sa carrière dans cette période bleue. Quand je dis fin, c'est plutôt qu'il est vraiment dans la mouvance symboliste européenne de l'époque. Hein. Et l'un des tableaux les plus emblématiques de cette période, c'est évidemment La Vie, ce grand tableau qu'il réalise en 1903 et qui est une peinture qui est peinte dans le contexte du drame que vit Picasso, c'est-à-dire le suicide de son ami Casagemas à Paris, 1901, au moment où il vit un chagrin d'amour avec une modèle. Picasso aura eu une aventure également avec cette Germaine après. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tableau, vous voyez déjà comment Picasso prend en charge, je dirais, la dimension allégorique du nu. On voit bien, beaucoup d'exégètes ont essayé d'expliquer. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce tableau, comme les nus qui sont peints derrière, dans le fond, et qui sont comme une forme de collage, hein, qui viennent animer la composition. Et puis ce couple qui d'abord avait les traits d'un autoportrait, hein, ceux de Picasso, et qui, après la mort de Casagemas, va prendre les traits du défunt, et cette opposition entre, on pourrait dire, l'amour charnel et puis la maternité, une sorte d'amour céleste ou d'amour chrétien. Donc il y a cette sorte d'allégorie que l'on pourrait interpréter de cette façon, comme une allégorie morale. Tout est ouvert. Ce qui est là très, très frappant, je dirais, c'est un peu la manière dont Picasso s'inscrit dans cette tradition du nu, hein, où le nu est bien souvent l'allégorie de la peinture. Et là, vous voyez évidemment l'exemple phare de cette lecture, je dirais à la fois symbolique et réaliste. Et pour le coup, le rapprochement avec Courbet est très justifié. Dans ce grand tableau de Courbet, donc l'atelier du peintre ou l'allégorie réelle de cette année, je vous donne le titre complet, de cette année de ma vie artistique, entre parenthèses, et morale. On voit bien que Courbet, bon, c'est beaucoup expliqué autour de cette toile, mais vous voyez bien les liens avec la vie, hein, avec cette présence de la peinture, l'autoportrait de Courbet qui est au centre du tableau, avec de chaque côté donc des allégories de sa vie, d'un côté ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont vécu sur sa peinture, et puis donc une sorte de vision sociale, hein, de l'art. Et la place, effectivement, que prend ce modèle nu, qui est bien souvent lu comme une allégorie de la peinture ou une muse, et qui, à mon avis, est tout à fait je dirais, Picasso s'inscrit tout à fait dans cette lignée à cette période post-symboliste. Alors, vous voyez là des dessins préparatoires où on voit effectivement les traits de Picasso qui vont laisser place à celle de Casagemas. La période rose, en fait, nous montre je dirais une évolution dans l'art de Picasso. Il est installé à Paris. Il rencontre notamment les Stein, qui vont l'initier à Cézanne, avec Matisse également, qui va l'initier à Cézanne. La peinture de Cézanne va jouer un rôle extrêmement important, et notamment dans une approche totalement renouvelée du corps, de la figure. Et on parle plus de figure que de nu dans ce cadre-là, puisque quand les Stein commencent à bâtir leur collection, et ils rencontrent Picasso en 1905, donc ces collectionneurs américains, ils vont très vite acheter un portrait de Madame Cézanne, mais également des aquarelles de Cézanne et des petites baigneuses. Et Matisse également achète un petit tableau des baigneuses qui se trouve aujourd'hui au Petit Palais à Paris, dans les collections du Petit Palais à Paris.
Et en 1906, au moment de la mort de Cézanne, vont se multiplier des expositions sur d'abord les aquarelles de Cézanne en 1906, qui vont avoir un impact extraordinaire hein, sur les peintres, les jeunes peintres contemporains. Mais surtout, en 1907, a lieu une rétrospective au moment du Salon d'automne de 1907, où le public va découvrir les grandes baigneuses de Cézanne, ces immenses toiles. Ici, je vous montre celle de Philadelphie. Il y a 3 grands tableaux de baigneuses de Cézanne qui, évidemment, impressionnent beaucoup les jeunes artistes que sont Matisse, Picasso ou Derain. Et la particularité dans la manière de Cézanne de représenter les nus, c'est d'abord de poser d'abord la question de l'insertion de la figure dans le paysage. Et c'est vraiment une obsession chez Cézanne d'arriver à représenter comme une sorte de tout cohérent la composition, le tableau, et de pouvoir traiter finalement un arbre comme un corps, avec une sorte d'interrelation entre le fond et la forme qui va bouleverser, je dirais, l'approche de la peinture au XXe siècle. Je vous remontre donc ce premier Cézanne de 1885, donc là qui est encore une œuvre, je dirais, de jeunesse-maturité, enfin de transition, hein, où vous voyez le lien déjà avec les œuvres de ce jeune homme de Picasso qui déjà commence à être extrêmement stylisé, hein, à la manière de Cézanne, qui commençait et qui a accentué, je dirais, vers la fin, puisque là, les grandes baigneuses sont des œuvres qui sont restées dans l'atelier de Cézanne et qui ont été vraiment découvertes au moment de la rétrospective, où l'on voit bien que ce traitement par la touche, ce dessin extrêmement fruste, va accentuer, je dirais, une forme de stylisation du corps qui va impressionner évidemment beaucoup Picasso, mais également Gertrude Stein dans son écriture, et également Matisse, qui est absolument fasciné par les baigneuses de Cézanne. Et évidemment, dans cette réflexion, alors il y a non seulement le style hein, de Cézanne, mais il y a également le thème des baigneuses ou des baigneurs, qui est un thème classique, je dirais, qui nous renvoie, et c'est pas pour rien que souvent Cézanne a été comparé à Poussin. C'est une sorte de je dirais, là, on n'est plus du tout dans le vérisme d'un Toulouse-Lautrec ou d'un Degas. On revient à une période classique de la peinture, le grand thème des baigneuses qui est issu des Trois Grâces à l'antique, et surtout qui a été traité beaucoup par les peintres du XVIIe siècle, sont revisités par les artistes de Montmartre à l'époque. Je dirais c'est Derain même, l'un des premiers qui a commencé à vouloir déployer des grands tableaux autour de la figure et du nu. Et là, on voit quelque chose émerger qui va évidemment être très important pour Picasso. C'est le début d'une interrogation sur ce que serait la peinture d'histoire au XXe siècle. C'est vraiment une interrogation sur comment retrouver une forme de noblesse de la peinture à travers des thèmes classiques, mais qu'on va revisiter. Alors là, on est dans une phase, je dirais, avant-guerre, qui est presque une phase d'interrogation formelle, d'interrogation plastique. Et donc, vous avez là, notamment avec ces baigneuses de Derain, donc 1907, une sorte de, je dirais, d'émulation entre les trois peintres. À l'époque, en 1906, Derain habite à Montmartre. Il est très proche de Picasso, qui est au bateau Lavoir, également à Montmartre. Et évidemment, ils regardent tous les deux beaucoup ce que fait le peintre le plus radical de l'époque, c'est-à-dire Matisse. Et Matisse, à cette époque, donc on est là, vous voyez, au printemps 1907, il peint, enfin, c'est plutôt, il va le présenter, il a commencé en 1906, il le présente au Salon des Indépendants de 1907, le fameux nu bleu, souvenir de Biskra,
qui est un nu que l'on a considéré comme absolument horrible, une sorte de laideur incarnée et qui a fasciné évidemment beaucoup les peintres. Alors il y a le travail de la couleur, mais il y a surtout ce travail de la déformation du dessin avec cette inscription dans le paysage. Et donc si l'on regarde donc l'apport de Derain, et vous voyez là aussi ce travail sur l'insertion de la figure dans le fond, avec déjà une stylisation. On est en 1907, Derain a découvert l'art extra-occidental, africain et océanien au British Museum. Il commence à en parler autour de lui. Matisse, lui, est parti du côté de Tanger, et donc il s'interroge sur la figure et son dessin, et travaille aussi sur cette relation entre le dessin et la sculpture et la volumétrie. Évidemment, Picasso, au même moment, travaille sur son chef-d'œuvre, les Demoiselles d'Avignon, dans le secret de l'atelier, mais vraiment dans ce contexte d'émulation autour du thème des baigneuses. Alors, Picasso, lui, va se saisir de ce thème pour à la fois allier des considérations, je dirais, conceptuelles, formelles, et des considérations iconographiques, moderne. Donc c'est vraiment l'idée de faire un grand tableau de peinture moderne. Donc on a beaucoup parlé de ce tableau. Évidemment, je ne vais pas vous faire une interprétation des Demoiselles d'Avignon ici, mais vous voyez bien, vous connaissez l'histoire. Le thème, ce sont des baigneuses, mais ce sont aussi des prostituées. Je vous rappelle, les Demoiselles d'Avignon, c'est la rue d'Avignon de Barcelone, et donc l'adresse d'une maison close ou d'un bordel à Barcelone. Le traitement des figures est évidemment extrêmement hétérogène, avec des sources issues de masques africains, mais également de sculptures ibériques, mais également de cézanniens, totalement cézanniens, mais on pourrait même dire, je viens de voir la salle, mais gréco, évidemment, sur la question du drapé, les manières de je dirais, de rendre la volumétrie d'un espace et de jouer sur cette sorte d'interpénétration entre la figure et le fond. Bref, énormément de choses qui nous renvoient surtout je dirais, à la question de la modernité. Vous voyez bien ce qui a beaucoup frappé, parce que je vous rappelle que ce tableau est resté caché, en fait, avant d'être présenté en 1916 au public pour la première fois. Mais regardez la manière dont les modèles vont apostropher du regard le spectateur. C'est évidemment ça un héritage évident de l'Olympia de Manet. Et s'il fallait parler, pour parler du genre du nu, de celui qui a révolutionné, je dirais, à la fois la peinture moderne, mais également la question du nu, c'est évidemment Manet, avec ce tableau de l'Olympia, que je ne me permettrai pas non plus d'analyser, parce que c'est un monde en soi, mais en tout cas, il y a ce regard du modèle qui va regarder, donc c'est la question du regardeur, et là se met en place, ce que je vous le disais, c'est vraiment ce rapport du peintre au modèle qui est déjà présent, c'est déjà le dispositif de Picasso, mais qui est le dispositif de la modernité. Il faudrait renvoyer à des textes de Fried sur cette question du regard. Autre source qui a été évoquée pour Picasso, c'est évidemment Ingres, avec l'odalisque, là aussi déjà les prémices de cette réinvention du genre du nu, et le bain turc pour aussi je dirais, l'aspect iconographique, maison close, et la dimension érotique qu'il y a dans le nu chez Picasso. Donc, c'est le début, en fait, à partir de 1908, de ce qu'on a appelé le cubisme cézannien,
qui est à l'exemple, je dirais, de cette complicité avec Derain, qui a été vraiment le plus cézannien de ces peintres, de ce groupe de peintres. Et là, je vous montre une petite toile de baigneur de Derain qui est dans la collection personnelle de Picasso. Et ce paysage aux deux figures de Picasso, et qui marque, là, on pourrait dire vraiment la disparition du nu, je dirais, en tant que tel, aux abords du cubisme. Après, ce qui va intéresser, et là j'ai encore en tête là, les tableaux de Picasso du cubisme analytique face au Gréco, ce qui intéresse formellement Picasso et Braque pendant cette période-là, c'est vraiment la question du drapé, la question du volume du corps, mais on est là déjà très loin de la lisibilité du nu. Donc là, si vous regardez bien le paysage aux deux figures, en fait, les deux figures, et c'est vraiment le devenir des baigneuses de Cézanne, sont totalement absorbées par la nature, absorbées par la terre et par l'arbre. Elles sont totalement fondues dans le paysage, traitées exactement de la même façon que l'arbre ou le rocher. Là, je vous montre évidemment la source africaine. C'est une photo qui vous montre les collections de Picasso. Et donc, vous voyez bien la stylisation du corps par que ce soit l'art africain ou l'art cycladique a évidemment beaucoup influencé Picasso. On est là vraiment dans le cheminement, je passe un peu plus vite sur les trois figures. Et pour arriver donc à la rupture de 1914, Picasso peint, alors tableau inachevé, Le peintre et son modèle, qui est une des œuvres du musée, qui est très étonnante. On est en 1914, il est encore tout à fait plongé dans le cubisme synthétique. Et il réalise ce tableau qui ressort, je dirais, sans doute de son ingrisme, de ce rapport à Ingres, et qui vient évidemment annoncer toute la période de l'entre-deux-guerres avec ce retour au classicisme, et surtout qui, encore une fois, vous voyez bien cette association, mais vraiment très, très évidente là, entre la palette et le nu, qui est vraiment la personnification de la peinture qui est présentée ici. Voilà, et donc évidemment, à partir des années 20, donc je vous rappelle que Ingres a été en fait remis à la mode au début du XXe siècle, d'abord au cours du Salon d'automne de 1905, où on avait une exposition Manet et une exposition Ingres. Et puis en 1921, il y a également une rétrospective à Paris, une rétrospective Ingres, qui est très, très visitée et qui correspond évidemment au goût de l'époque, après la rupture de la Première Guerre mondiale, qui est une sorte je dirais de traumatisme par rapport à l'humanisme. C'est la première guerre moderne. La figure est disloquée, et c'est la fameuse phrase de Fernand Léger qui, sur le front, écrit dans une lettre qu'il est fasciné par ce paysage de ruines qu'ils avaient, eux, préfiguré pendant leur phase cubiste. Donc il y a cette sorte d'équivalence qui est mise en avant entre les désastres de la guerre, pour citer Goya, et le cubisme. Et donc il va y avoir une sorte de retour vers la figure, vers une sorte d'intégrité de la figure rassurante qui va se faire pendant l'entre-deux-guerres. Donc là, je vous montre évidemment des dessins qui sont totalement inspirés de Ingres. Picasso a été le premier à revenir à la figure. On cite toujours ce portrait de Max Jacob, mais aussi ce peintre et ce modèle que je viens de vous montrer. Et vous voyez là des baigneuses à partir des années 1920 qui n'ont plus du tout le même esprit que les baigneuses cézanniennes. On est là beaucoup plus dans une sorte d'aspiration à un univers à l'antique, une sorte d'Arcadie irréelle qui est dépeinte à travers des modèles beaucoup plus académiques.
Renoir meurt en 1919 et Renoir va connaître une sorte de regain d'intérêt tout à fait extraordinaire autour des années 20. J'ai écrit sur cet aspect, c'est tout à fait fascinant. Renoir est un artiste donc, de l'impressionnisme qui est tombé plutôt en désuétude au début du XXe siècle, comme étant considéré trop maniériste, avec presque mièvre, avec ce traitement de la figure, des nus dans un paysage. Et pourtant, il reste évidemment un peintre aimé des peintres. Donc les peintres ont toujours regardé Renoir. Ils ont tous fait un peu leur pèlerinage à Cagnes pour le rencontrer. Matisse, mais Picasso également, qui regardait avec beaucoup d'intérêt le vieux maître du Canet, de Cagnes, pardon. Canet, c'est Bonnard. Et quand il meurt en 1919, il va connaître une très grande popularité. Toutes les collections d'art moderne américaines qui sont en train de se constituer autour de l'impressionnisme vont acheter des Renoirs. Et Picasso achète un Renoir, notamment donc ce Renoir que vous voyez là, la baigneuse assise dans un paysage, qui est acquise par Picasso, et Picasso va faire des relectures à partir de Renoir. Donc autour de l'année 1919-1920, il y a vraiment la présence de Renoir. Ce qui est intéressant, c'est que on est également, Picasso a gardé ses liens avec Barcelone, avec ses amis catalans. Évidemment, il y a ce lien avec le noucentisme et avec donc Mayol, qui est la figure emblématique pour Eugenio d'Ors sur la Ben Plantada, et évidemment Togores, qui, avec ce couple sur la plage de 1922, montre bien aussi les liens de Picasso avec la scène catalane, et il participe évidemment de cette aspiration à retrouver une forme de lien avec l'Antiquité qui soit quelque chose de fondateur et on pourrait dire de rassurant. Autre moment extrêmement important pour Picasso, c'est évidemment son voyage en 1917, donc pendant la guerre. Lui n'est pas sur le front puisqu'il est espagnol, et il va répondre aux demandes à la commande des ballets russes de faire ce fameux, de faire les décors des ballets russes. Et il entreprend donc un voyage à Rome où se trouve la compagnie des ballets russes. C'est là qu'il rencontrera sa future femme, Olga. Et il s'y rend avec Cocteau et d'autres à Rome, mais également à Naples. Et évidemment, la découverte des collections du musée archéologique de Naples, de Pompéi, va jouer un très grand rôle parce que là, il découvre non plus le nu passé par le filtre de l'académisme du XVIIe siècle, mais évidemment le nu antique, la peinture antique qui va être un véritable choc. Et vous voyez, dans les archives du musée Picasso, on a encore quelques cartes postales qu'il ramène de ce voyage, donc notamment ce tableau extrêmement important qui est Thésée le libérateur, puisque vous voyez cette figure du taureau qui... ah non, pardon. Je reviens. Cette figure du taureau qui est finalement, avec les marbres de Farnèse, va être l'irruption de ce thème du taureau, en fait, qui est passé beaucoup plus par l'antique que par ses souvenirs des corridas de Malaga. Ici, vous avez également une autre carte postale que nous avions, qui est la fameuse peinture de la maison de Mars et Vénus. Et je vais vite, voilà, vous avez également donc une photo ancienne
de l'ensemble, le taureau Farnèse, avec cette sculpture de groupe où on voit donc des femmes et des hommes essayer de contenir la violence du taureau, et évidemment la Vénus Callipyge de Farnèse. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc ce voyage à Rome, Picasso c'est quelqu'un qui voyage très peu, hein, ce voyage à Rome et surtout à Naples va être extrêmement fondateur pour toute sa production des années 30 et notamment pour la résurgence de tous les thèmes mythologiques dans sa peinture. Et évidemment, la figure du Minotaure, on va y venir. Donc là, vous voyez une peinture qui est en plus sur bois, hein, qui est une sorte de tentation comme ça de retrouver la simplicité de la peinture antique, avec toujours ce dispositif du regard, hein, entre l'homme et la femme, donc toujours cette altérité sexuelle, et également le rapport du peintre et du modèle. La flûte de Pan, qui est donc une des... Je dirais, là, il faudrait aussi parler des Chirico, du mouvement du Novecento italien, où on voit bien donc cette sorte de mélancolie à l'antique, auquel Picasso a cédé, hein, également par de très belles œuvres. Et c'est donc je dirais cette fascination qu'il a pu avoir face au marbre Farnèse. Je pense qu'il faut. Je suis retournée récemment là au musée de Naples et c'est absolument fascinant de voir la puissance de cette sculpture, hein, la massivité, la sorte de permanence à travers les âges, en tout cas notamment de cet Hercule Farnèse qui est absolument impressionnant et que l'on peut retrouver, je dirais, à travers notamment la série, ce qu'on a appelé la série Vollard, ces eaux fortes qu'il fait dans les années 30. Alors, les années 30, je dirais qu'il y a, pour caractériser ce que va faire Picasso, je vous montre une autre planche de la suite Vollard, où on a à nouveau cette confrontation entre le modèle, mais là, et l'œuvre et la sculpture, hein, et vous voyez la massivité de la sculpture qui vient totalement, hein, de cette expérience de l'antique de 17. Ce qui se passe donc au moment, à l'orée des années 30, d'abord c'est une période politique, sociale très dure, où on a la montée des extrémismes, mais aussi une crise économique. Et évidemment, d'un point de vue artistique, c'est également l'émergence du surréalisme. Picasso va être approché beaucoup par Breton, hein, qu'il rencontre dès 1918, mais Breton va essayer de l'attirer dans son groupe. Il y a des liens qui se font également avec Bataille, et donc pour Picasso, il y a une sorte de réflexion qu'il fait sur l'héritage antique, l'héritage du mythe, comme une forme de catharsis pour la violence dans laquelle le monde s'engage. De manière très claire, la figure du Minotaure est une figure mythologique, emblématique, qui est à la fois une sorte d'alter ego psychanalytique et en même temps une figure politique, qui va être reprise dans la revue du Minotaure par les cercles surréalistes, surtout autour de Bataille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans la manière de regarder cette figure du Minotaure, mais ce qui est sûr, c'est que il y a cette filiation, je dirais, du taureau Farnèse, de la peinture de Thésée, où on a cette figure du taureau qui est en fait l'ordre dionysiaque ou sauvage face à l'ordre apollinien et celui de la raison. Et donc, Picasso a toujours je dirais, aborder son œuvre de manière presque dialectique, avec ses pôles opposés. Et donc,
pour pas perdre notre sujet, c'est vrai que la question du nu, elle est relue par Picasso avec beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité. D'abord en faisant une opposition entre le corps de l'animal et le corps humain, qu'on va retrouver décuplé, je dirais, à travers Guernica. Mais il y a cette question aussi de l'opposition entre l'homme et l'animal, entre le sauvage et la raison. Je reviendrai à le rapport avec Matisse, mais il y a également une autre source qui va être extrêmement importante dans les années 30, qui est celui de la préhistoire. Et qui tombe à pic, je dirais, puisque la préhistoire, il y a eu d'abord l'étape de l'antique, du passé le plus ancien, et celui de la préhistoire, c'est vraiment aller s'interroger sur les origines de l'humanité et les origines de l'homme, à une époque où l'écriture n'existait pas, et la discipline de l'art préhistorique, de la préhistoire, naît au même moment que l'art moderne. Donc se constitue au même moment que l'art moderne se construit. Et donc Picasso va être un des grands acteurs, je dirais, de cette fascination pour la préhistoire. Il va se saisir, je dirais, de toutes les découvertes que l'on va faire. D'abord, la grotte d'Altamira, évidemment, où la figure du taureau vient également comme une figure ancestrale, qui est donc une figure symbolique. Et évidemment, pour la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la question du nu, vous voyez notamment la Vénus de l'Espug, donc ces petites Vénus paléolithiques, ces petites sculptures minuscules, celle-ci qui fait partie du patrimoine du Musée de l'Homme. Picasso en avait un moulage, comme Giacometti, comme beaucoup d'artistes modernes, avaient un moulage de cette Vénus de l'Espug. Et c'est évidemment tout à fait... Alors, il a joué jusqu'au bout. Je ne pouvais pas résister de vous montrer la Vénus au gaz, puisqu'il l'appelle Vénus au gaz. Évidemment, ça c'est bien plus tard, on est en 1945, mais en référence à ce thème préhistorique. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans sa peinture, c'est vraiment cette sorte il a poussé encore plus loin vers une forme d'anamorphose, de minéralisation du nu, avec une décomposition par volume qui est tout à fait éblouissante dans ses travaux. Vous voyez là des dessins. Mais également, il continue donc sur toute la période de Boisgeloup, où vraiment la source de la préhistoire va être un élément formel extrêmement important. Alors, je reviens à un autre, pour les années 30, autre dialogue qui se met en place ou qui est réactivé, je dirais, à la suite. On a vu que Matisse était très important au moment des Demoiselles d'Avignon. Et au moment des années 30, on peut dire que la place de Matisse va à nouveau être prééminente dans le dialogue entre les deux, puisque Matisse, en fait, fait cette rupture de 1930. Il va voyager à travers les États-Unis et il connaît, je dirais, un regain, en tout cas un regain de radicalité, on pourrait dire, dans son travail, en réalisant notamment le grand décor de la danse. Mais, alors, il faudrait que je le reprenne à l'endroit, puisque avant la rupture de 1930, évidemment, Matisse, c'est le peintre des odalisques. Bon peintre, je veux dire, très, très, très coloriste, très, très intimiste, très subtil, mais vu comme un peintre qui appartient déjà au passé. Et c'est Picasso qui va aller chercher Matisse et qui va un peu je dirais, l'agacer, va un peu le défier par la peinture. Et là, je crois que cet exemple, il est absolument étonnant. Vous voyez comment, à partir d'un tableau assez sage de Matisse, Picasso va en faire une sorte de vision surréaliste, totalement fantasmatique, d'un nu menaçant et totalement inquiétant. Mais
il y a bien, vous voyez bien que là, il reprend en fait tout le dispositif de Matisse, à la fois la palette colorée, les motifs de rayures, les motifs de papier peint, et c'est donc une manière pour Picasso d'aller chercher Matisse pour aller le tirer vers une joute en fait peinte. Et donc Matisse va répondre. On a plusieurs exemples, je l'ai montré dans l'exposition Matisse Cahiers d'art sur le tournant des années 30. Picasso regarde beaucoup Matisse, il regarde le jeune Matisse, c'est-à-dire, vous voyez là par exemple sur la sculpture, le nu allongé de Matisse de 1907-1908, qui est un des chefs-d'œuvre de la sculpture moderne, est relu par Picasso de manière peut-être en faisant presque une citation sur la ligne serpentine. Et Matisse va regarder la peinture de Picasso en étant presque jaloux de la sensualité et la force expressive de Picasso, et notamment comment Picasso arrive à exprimer la puissance sexuelle, la violence également sexuelle dans ses tableaux, ce que Matisse tente je dirais, de faire, mais se sent quand même beaucoup moins doué pour cette expressivité. Et donc il y a ce dialogue entre les deux, mais c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a des lettres de Matisse, parce que ça montre que dans les années 30, il y a quand même l'idée que cette violence, la violence sociale, la violence des rapports à l'autre, doit être exprimée dans la peinture qui doit être en phase avec sa société. Je vais avancer un peu plus vite. Donc, évidemment, vous avez des rapports tout à fait étonnants. Évidemment, le grand nu rose de Matisse de 1935, où là, c'est vraiment une étape extrêmement pop chez Matisse, alors avec une stylisation extraordinaire que, évidemment, Picasso va regarder avec beaucoup d'intérêt. On le voit également, ces échanges entre eux, entre ce nu rose de Picasso qui est totalement étonnant aussi, et qui est, on pourrait y voir aussi une réponse de Matisse avec ce travail sur ces nus roses. Et bien sûr, on en vient à cette question de la peinture d'histoire, donc en avançant dans le temps, donc 1937, je ne fais pas l'histoire de Guernica, je veux juste dire, je vous montre juste que finalement, la rupture de Guernica, pour Picasso, c'est une manière aussi de s'interroger sur son statut de peintre d'histoire. Il y a une étape qui est franchie avec Guernica, et c'est une réflexion qu'il poursuit, notamment pendant la guerre. Vous avez là notamment le thème de l'Aubade, donc, qui est une relecture d'un tableau de Ingres, qui est un tableau assez anodin, un tableau orientaliste. L'Aubade en 1942, c'est évidemment une forme d'allégorie d'un bonheur perdu pendant la guerre, un tableau à la fois assez sombre, et qui va également trouver une autre expression au moment du sortir de la guerre, c'est-à-dire en pleine libération, en pleine bataille de Paris. Picasso, dans son atelier, va faire une sorte de variation à partir d'un tableau célèbre de Poussin, le Triomphe de Pan, qui est une toile elle n'est pas à la National Gallery, elle est au Louvre, à Paris, et qui est en fait une bacchanale. Donc là encore, Picasso va jouer avec ce thème dionysiaque de la bacchanale pour à la fois célébrer, je dirais, la libération de Paris, mais en même temps montrer le désordre du monde à travers donc ce nu. Alors ça, en fait, c'est une réplique, puisque le tableau a disparu, mais il me semblait important de faire ce lien avec Poussin qu'il fait, et c'est vraiment après la guerre, Picasso va dialoguer beaucoup avec les maîtres. Et bien sûr, l'autre tableau d'histoire, il est quand même, puisqu'on parle du nu, il fallait quand même le montrer, ce massacre en Corée de 1951, au moment où il
où il est aux côtés du Parti communiste, et où il va donc reprendre une composition bien connue de Goya pour montrer donc une scène d'histoire, une scène de massacre. Et là aussi, il utilise donc la nudité pour être dans un langage allégorique et donner une portée historique à sa peinture. Alors, à partir des années 60, je vais un peu plus vite, mais ce qui est très intéressant, c'est que le vieux Picasso revient toujours autour de la même question, c'est-à-dire la question du peintre et du modèle, c'est-à-dire la question de la peinture, et il va déployer toute une série de variations que vous connaissez bien. Il y a les variations qu'il fait autour des Ménines, et les Ménines, c'est bien aussi une question de regard, hein, de peintre et de son modèle. Il fait également une variation autour des femmes d'Alger de Delacroix, et évidemment autour du déjeuner sur l'herbe d'après Manet, qui est le tableau, c'est évidemment Picon qui disait que c'était le tableau fondateur de la modernité, hein, en 1863. Ce que Picasso reprend, c'est encore une fois donc le dispositif du peintre et du modèle. Là, je vous remontre des dessins plus anciens, mais vous voyez qu'il a regardé aussi la fameuse gravure de Dürer, hein, sur la question de la peinture. Et il déploie donc toute une série où en fait il n'y a plus le deuxième personnage masculin n'est pas représenté, où il est seul un personnage masculin qui est celui du peintre, hein, et face au modèle nu dans le paysage, et qu'il déploie dans un nombre considérable de toiles en 1963, avec également des prolongations sculptées, des petites maquettes absolument étonnantes en carton, hein, qui représentent les personnages de ce déjeuner sur l'herbe. Et là, l'homme est nu, et qui ont été développés, je dirais, et agrandis sous forme de tôle peinte, de sculpture en tôle peinte. Vous voyez là des dessins autour de ce thème. Et encore une fois, toujours le thème du peintre et du modèle, là dans une toile de 1964, et je vous montre encore une gravure de la suite Vollard, où on a toujours le même dispositif. Les derniers nus de Picasso, on arrive au milieu des années 60, c'est vraiment les toutes dernières années de Picasso. Il a une sorte de frénésie de peinture, hein. On se souvient de la dernière exposition au Palais des Papes d'Avignon, qui était couverte de peintures. Souvent, ce sont des peintures de grande dimension, très painterly, hein, très pictural, et là, plutôt que il va défaire un peu son dispositif et décliner des séries de nus isolés, comme des sortes de totems en fait de sa peinture. Vous voyez là évidemment une sorte de relecture, hein, de la Maja Desnuda. Je vous montre d'autres peintures où le corps féminin devient une sorte de motif obsessionnel. Alors, il y aurait beaucoup d'interprétations, hein, qui doivent être plus élaborées qu'une seule obsession sexuelle ou une frustration sexuelle. Il y a évidemment tout ce qu'on a vu montre que vraiment le modèle et le nu féminin, c'est la question de l'altérité, c'est la question de la peinture aussi chez Picasso, et qui devient de plus en plus, qui s'impose avec d'autant plus d'urgence que le peintre va faire face à la mort. Et cette panique face à la mort, elle s'exprime à travers une production extrêmement compulsive. Il va jusqu'à décomposer en fait les nus masculins et féminins par les attributs sexuels et les attributs physiques, comme une sorte de langue de signes. Vous voyez là donc un nu couché. Cette peinture
cette peinture, cette dernière peinture de Picasso, extrêmement puissante, très colorée. Elle a été vue au moment où il la présente comme une peinture de vieillard, une peinture, elle a été très attaquée, hein, où on y a vu une forme de fragilité et de maladresse, comme la peinture de quelqu'un qui était devenu sénile. On a lu ces termes-là dans la... Et il a fallu très peu d'années après la disparition de Picasso pour qu'en fait ces œuvres de Picasso viennent en fait relancer, je dirais, la peinture du XXe siècle. Et c'est très étonnant de voir comment cette production a été pendant un moment rejetée en bloc, mais très très vite, c'est finalement cette production qui est le socle de tout le renouveau de la peinture à la fin du XXe siècle, notamment à partir des années 80, ce qu'on a appelé la bad painting, mais tous les grands peintres allemands, Baselitz, Schnabel, également les Américains avec Basquiat, se sont inspirés de Picasso, ils le disent encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi donc, je finis sur cette peinture de Baselitz de 1985. Vous voyez que c'est assez peu de temps après. Et Baselitz dit encore aujourd'hui l'attachement qu'il a pour cette dernière peinture de Picasso. Voilà, je vous remercie.